Vous laissez tourner votre modèle et vous le laissez prévoir ce qui va se passer. Donc ça, c'est ce qui est fait tous les jours dans tous les centres de météo dans le monde. Alors, d'où ça sort ces techniques-là? Je n'ai pas décrit exactement ce qu'il y avait dedans. D'où ça sort ces techniques-là? Ça sort en fait de la course à l'espace dans les années 50-60. Il y a des gens comme Pontryagin en Russie, URSS à l'époque, qui a développé la théorie, ce qu'on appelle le contrôle optimal, de l'optimisation. Vous avez Kalman, qui a fait la même chose aux États-Unis. Il était d'origine hongroise, mais il bossait aux États-Unis. Il a fait exactement la même chose. Et leur motivation, l'usage premier de leurs travaux, ça a été vraiment pour le guidage des fusées, des engins spatiaux. Kalman, qui a mis sous forme mathématique exactement ce que je vous raconte ici. Eh bien, ces travaux, ils ont été utilisés pour le guidage des fusées Apollo. Et puis voilà, et puis ça a continué ensuite avec des méthodes de plus en plus sophistiquées. Donc les Français ont notamment fait beaucoup de choses là-dedans. Un type qui a été extrêmement important en mathématiques en France, c'est Jacques-Louis Léonce, qui a poursuivi donc les travaux notamment de Pontryagin, l'optimisation et tout ça. Sauf que les travaux des Russes n'étaient pas très connus, mais lui il connaissait bien Martchouk, qui était le président de l'Académie des sciences de Russie, donc il avait accès aux travaux des Russes aussi. Il a été ensuite président du Centre national d'études spatiales, du CNES, notamment Jacques Lyons, et il a posé les bases en fait des mathématiques appliquées en France. Et puis ça continue. Alors François-Xavier Ludimien, c'est un collègue qui est agronome maintenant, qui était à Clermont-Ferrand au début des années 80, et au début des années 80, il a mis en place, en fait, il a proposé la méthode mathématique d'assimilation de données, donc d'initialisation des données, qui, 15 à 20 ans après, était opérationnelle partout dans le monde. Donc c'est quand même des travaux de mathématiques au départ, qui ensuite ont été implémentés dans les modèles numériques et dans les systèmes numériques de prévision, pour arriver à l'opérationnalité. Voilà, et ces techniques-là, de la même façon que la simulation numérique, dont je vous parlais tout à l'heure, s'est diffusée dans absolument tous les domaines, même si initialement, il y a Richardson et la météo. Ces techniques-là d'assimilation de données, elles sont utilisées maintenant de plus en plus dans des tas de domaines. Alors, un domaine qui est extrêmement important, c'est le domaine de la santé. Quand vous allez faire quand vous allez être opéré, par exemple, eh bien, de plus en plus, on se dirige vers des chirurgiens qui ont à leur disposition des modèles numériques du corps humain. Vous allez faire un examen, donc on va vous mesurer sur toutes les coutures, et ils vont pouvoir ensuite, par utilisation des simulations de données, caler leur modèle numérique sur l'état actuel précis de votre corps, de l'organe qui va être opéré, etc. Donc avoir une représentation très précise de cet organe-là, et simuler numériquement l'opération et répéter numériquement l'opération qu'ils vont faire, trouver la bonne stratégie, etc. Et donc c'est plus facile que de s'entraîner à l'avance numériquement sur un ordinateur que de s'entraîner sur vous le jour J. Donc c'est assez sympa de savoir qu'ils peuvent disposer de ça. Et donc c'est vraiment des techniques qui sont toutes récentes. Ça fait 4-5 ans que ça commence à être développé vraiment de façon intensive, et ça va vraiment se développer dans les années qui viennent encore beaucoup plus. L'autre exemple que j'ai là, c'est pour le transfert de pesticides, où voilà, on essaye les gens de l'STA essayent de simuler d'utiliser la simulation de données pour avoir des choses de plus en plus précises, par exemple sur le transfert de pesticides, et du coup en mettre de moins en moins. Enfin, ça sert en absolument tous les deux. Bon, je crois que j'ai à peu près terminé maintenant, donc juste pour conclure, je vais sauter là-dessus. Donc voilà, les théories, il y a plein de théories complexes derrière tout ça, d'optimisation, de statistiques, etc. Encore pas de choses, donc c'est pas grave. Et puis donc, dernier point en 1 minute, donc à ce stade où est-ce qu'on en est? Donc on a un modèle numérique, on a une méthode pour initialiser, donc on est capable de faire des prévisions, on est très très content. Et le seul truc qui manque, c'est d'être capable de dire si nos prévisions sont fiables ou pas. Et donc ça, c'est la dernière étape, c'est ce qui commence à se développer depuis quelques années. C'est assez empirique pour le moment. Donc ça consiste à faire des prévisions probabilistes. Ça, c'était les prévisions il y a quelques jours, donc à début de semaine, pour, en bas à gauche, pour que Météo France faisait pour demain, je crois. Et vous voyez, ils ont un truc qu'ils appellent l'indice de confiance. Donc en fait, comment ça marche? C'est simplement, donc ça c'est les prévisions. C'est les prévisions du GIEC, ici. J'ai cassé.
En bas à droite, c'est les prévisions du GIEC sur la hausse de température. Et en fait, vous voyez, c'est tout un faisceau, c'est pas une valeur, c'est tout un faisceau avec une barre d'incertitude. Alors comment ça marche, ces trucs-là? C'est juste un principe simple, c'est plutôt que de faire une simulation, on va en faire tout un paquet, en perturbant un tout petit peu les conditions initiales de façon raisonnable. Tout le savoir-faire, il est dans le mot raisonnable. Météo France a un modèle où il y a 1 milliard de variables. Merci. Il y a 1 milliard de variables. Étant donné le coût du modèle, ils peuvent se permettre de faire quelques dizaines de simulations. Donc, comment est-ce qu'ils vont choisir les 20, 30, 40 états initiaux, perturbations d'état initial, pour faire leur simulation? Donc ici, par exemple, vous voyez, vous avez 4 simulations différentes. Ils ont juste sur les... Je crois qu'on est sur les CBAN, si je ne dis pas de bêtises. Vous perturbez un tout petit peu les conditions initiales et vous obtenez ces 4 résultats-là différents au bout de 24 heures de prévision, 48 heures de prévision. Et l'indice de confiance que sort Météo France, eh ben, c'est très codifié. C'est si tous les résultats mènent à peu près à la même chose, bon, un indice de confiance de 5. Si vous voyez 2 régimes très différents, clairement, qui s'établissent dans vos 50 simulations, c'est vraiment 2 groupes de solutions, ça devient un indice de 3, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont toute une codification comme ça que vous pouvez trouver d'ailleurs sur leur site avec le décryptage. Voilà, et donc ça, c'est derrière ça, il reste, c'est très empirique pour le moment. Il y a des gros champs de recherche pour les matheux en fait actuellement sur la façon de faire ça intelligent. Voilà, et donc si vous vous intéressez à tous ces trucs-là, il y a eu en 2013 l'année mathématiques pour la planète Terre. Il y a un petit bouquin qui est sorti, ce qu'on appelle des brèves de maths, donc d'une page ou deux, sur des tas d'applications mathématiques dans le domaine planétaire. Il y a le site Mathématiques pour la planète Terre 2013 qui est sur Facebook uniquement. Je crois que si vous cherchez mpt2013.fr, vous tombez sur un site qui n'a rien à voir avec ça, comme l'adresse a été repiratée depuis, mais il reste le site sur Facebook, il y a plein de choses. Un site qui est super bien, c'est le site qui est fait par l'INRIA, intersis.info. Vous avez énormément d'applications, des mathématiques appliquées, de l'informatique dans absolument tous les domaines, vraiment pour le grand public, donc c'est très sympa. Et puis vous avez sans doute entendu parler, puisque c'est complètement d'actualité, de la série de bouquins Le Monde, qui sort actuellement sur les grands mathématiciens, donc une quarantaine de prévus je crois. Donc voilà, ça commence à sortir et c'est toujours assez rigolo d'ailleurs, la biographie et l'œuvre des mathématiciens dans leur contexte. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Merci, donc on va passer comme d'habitude, j'ai envie de dire, aux questions donc, du public à propos de l'exposé. Donc, ou bien vous pouvez aussi peut-être interroger Eric sur son métier, voilà, ou sur son parcours, comme vous voulez. Donc à vous la parole. Normalement, personne n'ose à ce stade. Mais après, on va passer directement à la deuxième question à ce moment-là. Vous avez tout compris? Moi, je veux bien débloquer. Alors, pas de problème, mais là, il faut le micro. Tu n'as pas parlé de l'espace des phases. À un moment donné, tu as montré quelque chose qui ressemble à un papillon. Ça se passait dans l'espace des phases, je pense. Celui-là, il était dans le plan XYZ en fait. Ouais. Dans le plan, dans l'espace XYZ, parce qu'on n'a que 3 variables. Mais effectivement, quand on est dans des domaines de plus grande, enfin, sur des systèmes dynamiques qui ont plus que 3 variables, comme le premier système dynamique de Lorentz où il y avait 12 variables, en fait c'est là-dessus, hein, c'est pas sur le petit système à 3, c'est la 12 variables qui avait découvert le principe du chaos dans ces systèmes-là. Oui, représenter une solution quand vous avez 12 variables, c'est un problème. Vous ne pouvez pas faire un dessin en dimension 12. Donc il y a effectivement des astuces pour faire ça. Et notamment, il y a ce qu'on appelle l'astuce de l'espace des phases, où vous allez représenter en fait une trajectoire, enfin la position d'un point ou d'une variable sur vous allez mettre en abscisse une variable en ordonnée de la vitesse, quoi. La position et la vitesse, typiquement. Et en fait, souvent, avec ce genre d'espace, dans ce genre d'espace, vous voyez des formes. Donc c'est ce qui fait apparaître l'ordre sous le chaos. C'est un outil pour faire apparaître l'ordre sous le chaos.
ton métier, si j'ai bien compris, ça t'amène à faire des choses concernant les océans, mais aussi tu as pas mal d'interactions avec des entreprises pour des simulations variées, ou vous êtes amené à travailler pour des entreprises privées? Alors, pas moi forcément spécialement. En fait, donc moi dans mon équipe de recherche, on bosse essentiellement sur océan et atmosphère. Donc les entreprises entre guillemets avec lesquelles on travaille, c'est plutôt des services publics, donc Météo France, Ifremer, voilà. Ceci dit, donc de temps en temps, au niveau recherche, oui, on travaille aussi avec des entreprises privées qui ont un lien avec, par exemple, récemment, on a eu une collaboration avec Artelia, qui est une boîte qui fait l'hydraulique fluviale. Voilà, donc l'idée, c'est de transférer des techniques mathématiques, numériques un petit peu pointues dans leurs outils de simulation. En général, il y a toujours un décalage, vous savez, entre les outils de la recherche et puis les outils qui sont après dans le monde de l'industrie. Plus une boîte est très très grosse, Airbus, EDF, etc., ils ont leur propre centre de recherche avec des dizaines et des dizaines d'ingénieurs qui font vraiment de la recherche. C'est pas que du développement, c'est vraiment de la recherche aussi. Par contre, quand vous allez sur des boîtes de taille de plus en plus petite, ils n'ont pas les moyens de faire ça, et donc ils viennent chercher éventuellement des collaborations dans les universités, puis il y a un certain décalage en temps, disons, entre le moment où des méthodes performantes sont vraiment développées au niveau de la recherche, et puis le moment où elles arrivent dans les logiciels ou outils de simulation des entreprises, de plus petites. Donc oui, et puis à côté de ça, au niveau universitaire, tu as en fait plein de structures qui existent maintenant qui favorisent les collaborations justement entre le monde universitaire et les entreprises privées. Des trucs qui s'appellent les maisons de la simulation, les maisons de la modélisation et de la simulation, où là, typiquement, une petite entreprise innovante qui aurait une idée et qui n'a pas évidemment les moyens ni les compétences pour faire de la simulation numérique, parce que la simulation numérique, ça veut dire quand même mathématiques appliquées. En général, il n'y a pas de service de mathématiques appliquées dans une entreprise. Vous avez ici une entreprise relativement grande, vous en avez quelques-uns, les mathématiciens appliquées, pour des petites boîtes de 3-4 ingénieurs, ils n'ont pas forcément les compétences. Donc, en fait, ils vont venir collaborer avec les universitaires à ce moment-là sur un problème précis. Ça peut être des trucs complètement. Il y a Grohe, par exemple, qui est venu, le robinet Grohe, qui voulait faire un robinet de luxe dans lequel le flot quand vous soulevez votre robinet, vous avez un magnifique rideau d'eau continu et vertical, et non pas un gros truc tubulaire, vraiment un rideau extrêmement. Enfin, ils avaient un cahier des charges terrible, donc ils ont collaboré avec des universitaires, par exemple, pour mettre au point leur robinet. C'est vrai pour des systèmes d'optique, c'est vrai pour absolument tout, pour des systèmes de biologie. Sinon, juste, tu as l'impression que le bagage mathématique que tu utilises, il s'enrichit toujours avec des nouveautés, par exemple de publications récentes, ou bien en gros c'est un bagage mathématique qui est toujours le même et que tu as acquis au doctorat, tu vois? Non, heureusement, on s'ennuie pas, on apprend de nouvelles choses. Après, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on est très content de nous, parce qu'on a fait un truc qui nous paraît nouveau, innovant, voilà. Et puis on se rend compte qu'en fait, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait à l'autre bout du monde il y a 50 ans ou il y a 100 ans, dans un contexte complètement différent. Par exemple, nous actuellement, on travaille beaucoup sur les techniques de couplage océan-atmosphère. Je vous ai montré les modèles d'océan, je vous ai montré les modèles d'atmosphère, c'est des équations super compliquées. Alors quand vous voulez faire un modèle de l'océan et de l'atmosphère ensemble, il faut représenter ce qui se passe à l'interface. Et alors l'interface, c'est-à-dire les quelques mètres, voire même les dizaines de centimètres, juste au-dessus et juste en dessous de la surface de l'océan, d'un point de vue physique, mais alors c'est un bordel sans nom. Donc c'est très très compliqué à modéliser. Et après, il faut échanger les informations entre le modèle d'atmosphère et le modèle d'océan. Actuellement, c'est mal fait. Dans les modèles de climat, dans les modèles de météo, de prévision saisonnière, météo à quelques semaines, c'est mal fait, tout simplement parce que les gens qui font ça, ils le font de façon pragmatique. Informatiquement, ça marche à peu près. Et nous, quand on regarde ça avec un regard mathématique, on se rend compte qu'on ne résout pas les bonnes équations. Il y a un petit décalage. Et ça ne nous plaisait pas. Et en fait, donc on a proposé une nouvelle méthode pour faire ça qui est beaucoup plus propre, qui permet de résoudre exactement le bon système complet, de donner la bonne solution. Sauf qu'en fait, la méthode qu'on utilise pour faire ça, c'est une méthode qui a été proposée par Schwartz. Vous connaissez tous l'inégalité de Cauchy-Schwartz, les étudiants.
Cauchy-Schwarz, c'est le Schwarz de la fin du 19e siècle. Et donc Schwarz, en 1800, son papier c'est 1869, il a proposé une méthode pour, alors lui il ne s'intéressait évidemment pas au couplage de son atmosphère, il s'intéressait à démontrer l'existence d'une solution, une équation tout à fait standard, le Classien, quelque chose, mais sur un domaine qui n'était pas ni un carré ni un disque. En gros, on savait faire ça à la main, on sait faire ça très facilement à la main avec un carré ou avec un disque, et si on prenait un domaine quelconque, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Alors, il avait pris un exemple avec un rectangle, superposer un disque à un endroit, là, vous imaginez ce que ça donne. Donc vous obtenez une forme qui n'est ni un rectangle ni un disque, un truc un peu plus irrégulier. Et en fait, il a mis en place ce qu'on appelle une méthode de décomposition de domaine, et par un procédé itératif, il avait réussi à démontrer qu'il y avait existence, unicité d'une solution à ce truc. Okay. Aucun intérêt. 1869. 1989, ce truc-là est ressuscité par des gens qui avaient lu ces vieux papiers-là, parce que, émergence des calculateurs parallèles. Qu'est-ce que vous faites sur un calculateur parallèle? Si au lieu d'avoir un processeur, vous en avez deux, quand vous voulez résoudre une équation sur un domaine, vous coupez votre domaine en deux, ça ira 2 fois plus vite, vous mettez la moitié des calculs sur un processeur, l'autre moitié sur l'autre. Il faut échanger les informations. Donc en fait, il faut coupler en quelque sorte la résolution entre ces deux sous-domaines. Et la méthode qu'a utilisée Schwarz en 1869 pour démontrer cette existence unicité, vous pouvez exactement la calquer pour faire passer des informations entre deux processeurs d'un ordinateur. En fait, au-delà de deux, entre des milliards, des millions. C'est exactement la même chose. Et donc, ce procédé inventé par Schwarz en 1869 a permis le développement des techniques de calcul sur les calculateurs parallèles en 1980, à partir des années fin 80, début des années 90. Donc, Schwarz, évidemment, n'avait aucune idée qu'un ordinateur existerait un jour. Et maintenant, nous, on est en train de les utiliser pour démontrer, pour résoudre correctement le couplage de son atmosphère dans un contexte qui n'a encore rigoureusement rien à voir avec ça. Donc c'est souvent des, voilà, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs, c'est à peu près ça. Donc après, il y a des gens super brillants qui font des découvertes nouvelles. Donc nous, on apprend au fur et à mesure et on s'enrichit des autres. Oui, mon bagage mathématique maintenant, il est beaucoup plus étoffé. Je ne fais pas les mêmes choses maintenant que ce que je faisais il y a 20 ans. J'ai appris plein de trucs. Mais je n'ai pas forcément découvert. Alors si, on fait des petites contributions, voilà, mais je ne suis pas un génie mathématique. Les étudiants, vous ne quitterez pas la salle tant que vous n'avez pas posé de questions. Je vous en dirai une ou deux sur. Oui, tout à l'heure, quand on voyait le schéma avec donc, le modèle et les mesures, et la différence entre la correction qui était faite entre le modèle et la mesure, quand on veut prévoir ce qui va se passer après, oui. Donc on ne connaît pas la mesure. Non, on n'a plus que le modèle. Il n'y a plus que le modèle, donc la correction est faite en essayant de retrouver en amont. C'est ça, on revient, on rejoue en fait, donc en météo, on rejoue les 24 heures passées. Quoi. Donc, en imaginant que ça va se reproduire de la même façon. Non, après, c'est-à-dire qu'apraprès, on a les lois de la physique. Il nous reste le modèle. Donc ici, on a les 24 heures qui viennent de s'écouler. Ouais. Okay. Donc on recale notre modèle petit à petit, en se servant des observations. Okay. Et quand on est rendu là, donc on continue. Voilà. Et là, à partir de maintenant, on n'a plus d'observations. Donc on va faire redémarrer notre modèle à partir d'une nouvelle, ce qu'on appelle l'analyse. On va tracer un nouveau carré rouge ici entre les deux. Et normalement, si les choses sont bien faites, petit à petit, ça se resserre. L'écart entre tout ça se resserre. Et à la fin, on est assez confiant sur le fait qu'on a un état initial ici qui est très proche de la réalité. Et donc, on va laisser faire le modèle numérique, c'est-à-dire qu'il, lui, va se contenter d'implémenter les équations de la physique, et résoudre les équations de la physique sur les jours qui viennent. Alors, on sait qu'on ne pourra pas aller trop loin non plus, parce que le système est chaotique, fondamentalement. Donc, comme notre condition initiale est la boîte très bonne, elle n'est pas parfaite, eh ben, on n'est pas à l'abri d'une déviation importante au bout de quelques jours. Voilà, ça dépend si on est dans un état stable ou un état instable avec l'océan. Et puis les équations elles-mêmes ne sont pas parfaites, il manque des choses. Donc, et le modèle numérique n'est pas parfait. Voilà. Donc on a un horizon de prévisibilité de quelques jours en météo. Hein.
Et on sait par exemple en météo qu'au-delà de 15 jours, on n'y arrivera jamais. Oui, parce que justement, vous avez montré que une toute petite différence sur les deux poules peut créer quand même des écarts énormes. Et c'est vrai que du coup, le modèle qui est dévié énormément par rapport à... Oui, c'est ça. Alors l'autre enseignement des systèmes dynamiques, c'est qu'il y a de la stabilité. Donc, enfin, il y a un ordre sous-jacent. Donc ça ne va pas faire n'importe quoi. Par contre, le niveau de prévisibilité, le fait qu'on va être capable de prévoir à 2 jours ou plutôt à 1 semaine, ça va être lié à l'état actuel. Est-ce que je suis dans une situation très stable ou très instable comme l'atmosphère, mais c'est ce qu'on connaît bien. On voit bien qu'il y a des périodes où la météo merde copieusement parce que on est dans un état très instable. En période d'état stable comme aujourd'hui, on sait parfaitement prévoir le temps qu'il va faire dans les 2-3 jours qui viennent avec un indice de confiance de 5. Aucun souci. Donc c'est un état stable. Ouais, là, ouais. Depuis hier, oui. Depuis lundi. C'est bien. Parce que la météo prévoyait de la pluie tournée. Sur la carte non. Je ne laisserai pas dire une chose pareille. Non. C'était sur une diapo plus tard. Ah, mais ça devait pas être... Non, c'est que celle-là qui est pour demain. Ça, c'est ce que j'ai pris en début de semaine, c'est les prévisions pour demain, qui doivent dater de lundi dernier. Pour continuer sur la même question, est-ce que le fait de prévoir à plus long terme, est-ce que ça peut être amélioré par la puissance de calcul ou par le nombre de données qu'on va recueillir peut-être? Oui, les deux, oui. Où est-ce qu'on a des sources d'erreur? On a des sources d'erreur dans les équations. Donc c'est ce que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, par exemple la microphysique des nuages est une physique extrêmement compliquée. Donc il y a des dizaines de chercheurs en météorologie dans le monde qui travaillent sur améliorer la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur des nuages et la mise en équation de ces trucs-là pour mettre ça dans les modèles ensuite. Pour donc améliorer les équations qui représentent la vraie physique. Après, on a des erreurs numériques qui sont liées au fait que on remplace donc une physique qui est continue par la valeur de la température, de la pression, etc. uniquement dans une petite boîte. Okay. Donc, je disais tout à l'heure que la résolution, le pixel actuellement en météo-France, c'est 1 km 300. 1 km 300, ça veut dire en fait qu'il faut compter 6 miles à peu près pour avoir une échelle de ce qui est réellement résolu. Donc on a une précision près de l'ordre de 10 km actuellement, 8 à 10 km. Donc effectivement, plus on descend, plus les calculateurs sont puissants, plus on peut se permettre de descendre en résolution. Puisque eux, ils ont toujours la contrainte que ils ont, je crois que c'est 1 heure ou 1 heure et demie, je crois, pour faire la prévision chaque jour. Parce que voilà, il faut qu'au bout d'1 heure et demie, les prévisions sortent, que ça passe aux prévisionnistes qui en font une interprétation, qui diffusent, etc. Donc le temps de calcul est contraint. Donc sachant que vous avez tel ordinateur et que vous avez 1 heure et demie pour faire vos précisions, ça vous donne ce que vous pouvez vous permettre comme calcul, donc la taille de votre modèle. Donc ça évidemment avec l'augmentation de la puissance des calculateurs ça permettra d'en faire plus et puis tout ce qui est précision des observations, c'est très très important. J'ai pas les courbes, enfin pas dans cette présentation là. Il y a une courbe qui est extrêmement parlante, c'est lorsqu'on voit la précision des prévisions météorologiques. C'est très facile de l'avoir, la précision des prévisions météorologiques, il suffit de regarder un posteriori la différence entre ce qui s'est réellement passé et ce qu'on avait prévu. Donc évidemment tous les centres de météo s'amusent à faire ça. C'est ce qu'ils appellent un score de prévision. Et il y a eu un bond phénoménal le jour où il a commencé, donc au début des années 2000, quand on a commencé à avoir une grosse masse d'observations par satellite. Parce que les satellites, ils couvrent le globe entier avec une répétitivité très grande et ils font un nombre d'observations phénoménal. Et notamment, ça a permis d'avoir des observations sur toutes les mers du Sud. Parce qu'avant, pour avoir une observation de la météo à 50 degrés sud, il fallait y aller. Il faut aller avec un bateau, lancer un balançon, et ça vous fait une observation un jour donné. Donc le jour où il y a eu les satellites qui ont vraiment fait des observations météo, ça a fait un gain énorme en qualité de la prévision.
Et ça se voit très très bien sur les scores d'actualité. Donc c'est encore des choses où on peut beaucoup améliorer. Puis il y a le traitement des données aussi. Parce que finalement maintenant on en a trop, des données satellites. Il y en a 90% qui sont jetés, qui ne sont pas utilisés. Simplement parce qu'on ne sait plus, on a une telle masse de données qu'on ne sait plus comment les traiter proprement. Intelligemment, je dirais. Donc il faut, c'est un peu le mot tarte à la crème, la big data. C'est un petit peu ça, comment trouver l'information vraiment pertinente dans cette masse de données qui sera réellement utile pour améliorer la prévision. Les trucs rigolos, la tempête de... C'était 89 la tempête en Bretagne en 89. Elle n'avait pas été prévue, enfin pas avec une telle ampleur. En Bretagne, non, c'était en France, la France entière en fait. Et en fait, elle aurait pu être prévue. Simplement, il y a eu une observation dans l'océan Atlantique qui était extraordinaire, une dépression qui se creusait. Et il y avait un traitement automatique des données. Donc là, on était en dessous de 3 écarts types par rapport à la valeur standard. Foutu ça à la poubelle, ça va être une erreur de mesure. En fait, non, c'était pas une erreur de mesure. Donc cette donnée aurait été prise en compte dans le système de prévision. Tempête de 99, c'était pas 99. Cette donnée-là aurait été mise dans le système de prévision. Ça a été rejoué après, hein, évidemment. On avait des prévisions, on aurait pu prévoir à l'avance exactement ce qui se serait passé par la tempête de 99. Et donc là, on est exactement dans le même cas, on a une avalanche de données, on ne sait pas trop comment les filtrer, comment utiliser, comment pas être mouillé sur les données. Donc à chaque étape, il y a des erreurs, il y a des incertitudes, et à chaque étape, il y a de la marge d'amélioration. Mais de toute façon, pour la méthode, on ne dépassera pas les 2 semaines de prévision. Alors pour moi c'est un peu tard, mais je pensais aux jeunes qui vont avoir à choisir les concours qui vont passer. Comment on sait qu'on a un appel pour les mathématiques par rapport à la physique quand on est dans une classe scientifique? C'est quoi les qualités qu'il faut pour être heureux dans son boulot? Voilà, être heureux dans son boulot. J'en sais rien, j'en sais absolument rien. Mais je pense que par contre, la plupart des gens qui sont heureux dans leur boulot, c'est une réponse beaucoup plus générale. Il faut chercher à être heureux dans son boulot, à faire des choses qu'on aime, je pense avant tout. Et puis après, il faut peut-être raisonner par mots-clés, finalement. Il y a beaucoup de gens, je trouve, on se rend compte, pour beaucoup de gens, a posteriori, quand ils se retournent sur leur parcours, quand ils ont 35, 40, 50 ans, qui sont bien dans leur boulot, ils se rendent compte que finalement, il y a un moment, ils ont choisi, sans trop finalement s'en rendre compte, forcément, sans être forcément conscients, ils ont choisi, ils ont fait des choix qui les ont amenés à avoir une activité sur finalement des mots-clés qui les faisaient raisonner quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Donc moi, il y avait peut-être l'océan, la mer, voilà, les maths ça me plaisait, et finalement je me retrouve à faire des maths sur l'océan. Il y a plein de gens pour qui c'est comme ça. Ta voisine de droite a aussi des mots-clés comme ça. C'était pas les maths. Vous faites ce qu'il vous plaît. On va prendre une autre question, peut-être. Il vous lâchera pas. Non, non, ils savent que je suis un peu têtu quand même. Donc... Question sur l'informatique, peut-être. Ça m'est intéressé par l'informatique. L'informatique, ce n'est pas installer une nouvelle application sur son portable. Surtout voilà, donc l'articulation entre ton métier de l'informatique, le lien avec l'informaticien. C'est très matheux en fait. Donc les mathématiques, ce qu'on appelle les mathématiques appliquées, c'est vraiment un truc qui est à cheval entre les maths et l'informatique. C'est, alors s'il n'y a pas de mathématicien pur dans la salle, je peux dire que les mathématiques appliquées, ce sont les maths qui servent à quelque chose. On va pas rester d'accord. Mais voilà, exactement. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est ridicule, puisque j'ai l'exemple de Schwartz que je citais tout à l'heure, c'est des maths totalement pures qui finalement, que j'utilise tous les jours maintenant.
Donc heureusement qu'on fait des maths sans savoir si ça va servir à quelque chose un jour. Mais tout ça pour dire que non, c'est les mathématiques appliquées, en général, il y a une application directe derrière ou assez proche qui va mener à une implémentation informatique, une simulation numérique, alors ça peut être des statistiques, ça peut être de la simulation numérique, ça peut être du traitement d'images, des trucs comme ça. Et donc le curseur, on le place un peu n'importe où, suivant les goûts des gens. Hein. Il y a des mathématiciens impliqués qui sont très très matheux, en fait, qui ne touchent pas à un ordinateur, et au contraire d'autres qui sont très très proches de l'informatique. Mais en tout cas, l'informatique scientifique, c'est une informatique qui est quand même assez mathématisée. Ne serait-ce que la première chose à avoir, c'est un esprit logique. Il faut être capable d'écrire des algorithmes, de comprendre la logique, d'avoir une démarche logique, raisonnée. Et puis après, suivant le type d'informatique qu'on fait, dans les études d'informatique en général, on a pas mal de maths, de théorie des graphes, de logique, d'autres théories des systèmes distribués, etc. Donc voilà, chaque fois qu'on essaye de faire des cours d'informatique un petit peu structurés sur des méthodes de programmation, sur des architectures informatiques un petit peu innovantes ou puissantes, en général on a une théorie mathématique un petit peu derrière. Bien, merci. Donc je me tourne vers vous. Donc vous avez une question avant qu'on remercie Eric Blaillot d'être venu ou non? Pas d'autres questions? C'est sûr? Bon, merci beaucoup. Hein, vous l'avez eu. Voilà, je te remercie.